Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Ce jeudi 14 janvier était un jour d'élection en Ouganda. Quelques 18 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes à l'occasion du double scrutin présidentiel et législatif. Un important dispositif sécuritaire a été déployé. Les détails dans cette édition. Croissance économique optimiste en 2021 au Togo, après une année 2020 difficile à cause de la pandémie de Covid-19. Au moins 3% de croissance sont attendus, au moins, car les prévisions diffèrent selon les institutions. Et la tension monte dans la course à la présidence de la Confédération africaine de football. Les désaccords se multiplient autour des décisions prises par le comité exécutif de la CAF. Les deux candidats dont les dossiers ont été directement validés poursuivent leur opération séduction avec un mot d'ordre, servir le football africain. Mais tout d'abord au Togo, l'opposition s'organise à l'approche de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Plusieurs formations politiques de l'opposition ont décidé de former une coalition. Cette dernière porte le nom de Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition. Cette coalition est formée des démocrates, de l'ancien président Thomas Boniaï, de la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement, de la grande solidarité républicaine et du rassemblement RJA. Leur but, parvenir à l'alternance du pouvoir lors de l'élection présidentielle d'avril 2021, à laquelle le président Patrice Talon, très contesté pour ses réformes électorales, devrait se représenter pour un second mandat. Il réclame également un scrutin ouvert et transparent. Ce jeudi 14 janvier était un jour de vote en Ouganda. Les électeurs ougandais étaient appelés aux urnes pour élire leur président parmi les 11 candidats en lice, ainsi que les députés de l'Assemblée nationale. Le tout dans un contexte tendu puisque les violentes répressions préélectorales sont allées jusqu'à inquiéter la communauté internationale. C'est désormais la transparence du processus électoral qui est suivie de près, un sujet de Mildred Diamou. Sous une forte présence militaire, quelques 18 millions d'électeurs ougandais se sont rendus aux urnes ce 14 janvier 2021 pour désigner leur futur président et députés. Pour ce scrutin présidentiel, 11 candidats étaient en lice, dont le président sortant Yoweri Museveni, qui cherche un 6e mandat, et son principal challenger, l'opposant Robert Kyagulanyi dit Bobi Wine, qui dénonce la corruption et l'inefficacité du parti au pouvoir. Je crains fort que nous ne puissions pas véritablement avoir une transparence électorale lors de ce scrutin du 14 janvier 2021 pour plusieurs raisons. Le climat sécuritaire déjà qui a prévalu lors des campagnes électorales et c'est un facteur de démotivation de nombreux Ougandais et Ougandaises. Et les populations estiment que pour des questions de sécurité, elles ne se rendront pas aux urnes. Et ça, cela reste totalement cela peut être une victoire pour le camp de Yoweri Museveni en tant que tel par rapport à la démobilisation des partisans de Bobi Wine. La National Unity Platform, parti de l'opposition, dénonce des fraudes électorales. En effet, selon certains observateurs, plusieurs événements ont entaché ce processus électoral. Il s'agit notamment des violences observées lors de la campagne électorale et des coupures d'Internet. Des incidents qui, de l'avis des mêmes observateurs, n'ont pas permis un déploiement optimal de l'opposition sur le terrain. Tous les réseaux sociaux ont été fortement suspendus. Donc la connexion depuis 3 jours était au ralenti et depuis hier, à travers des décisions administratives, la connexion sur le net a été fortement suspendue. Et nous savions que les NT constituent une véritable arme redoutable pour l'opposition ougandaise à travers l'application que Bobi Wine avait mise en place pour pouvoir leur contrôler et prévenir toute fraude électorale en tant que telle. Et la troisième raison, c'est évidemment l'inaction de la communauté internationale, notamment le Commonwealth, qui est la plus grande organisation d'observation électorale dans le monde anglophone. Et aussi bien les Nations Unies qui ont, à travers un communiqué lapidaire, ont juste critiqué le gouvernement ougandais de juste respecter les droits de l'homme. Il n'y a pas de parti pris. Donc voilà autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la transparence des élections risque de ne pas avoir lieu. Et cela risque alors d'être un mandat de trop pour le président Yoweri Museveni.
Notons que pour ce scrutin présidentiel, 11 candidatures ont été validées par la commission électorale ougandaise. À l'issue de cette élection, les Ougandais espèrent pouvoir parvenir à une révolution pacifique. Selon la commission électorale, les résultats de l'élection seront connus dans les 48 heures suivant la fermeture des bureaux de vote. Également dans l'actualité, en Tunisie, l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali était renversé le 14 janvier 2011 par un mouvement populaire, et ce après 2 décennies au pouvoir. 10 ans après son départ forcé par la rue, le bilan politique est morose. 13 gouvernements se sont succédés en une décennie. Les crises récurrentes dans la vie politique ont engendré une instabilité jusqu'au Parlement. Malgré les avancées en matière de démocratisation, les artisans de la révolution de Jasmin estiment que les défis socio-économiques auxquels ils sont confrontés au quotidien sont négligés par l'ensemble de la classe politique, avec une économie en berne et un taux de chômage qui touche actuellement 15% de la population active. La lutte pour le droit civil et politique des femmes commence à prendre de l'ampleur en Somalie. Désormais, un texte de loi fixe un quota de 30% de sièges accordés aux femmes au Parlement. Cette nouvelle règle s'appliquera dès les prochaines élections législatives prévues le 8 février 2021. Les explications de Mildred Yamou. La lutte pour le droit civil et politique des femmes somaliennes a franchi une étape importante. 30% des sièges du Parlement de la Somalie seront réservés aux femmes lors du prochain scrutin prévu le 8 février 2021 dans le pays. Un bel acquis démocratique pour les femmes somaliennes qui seront les observateurs pourrait garantir la crédibilité de ce scrutin. Le projet d'accorder 30% des sièges du Parlement pour les femmes en Somalie est une grande première. Et cela permettra, effectivement, je suis en phase avec les défenseurs des droits humains, surtout les associations de femmes, qui parlent de la participation des femmes. Surtout, cela leur permettra de renforcer la lutte contre les abus, la discrimination et les inégalités, parce qu'en fin de compte, c'est elles qui vont participer à la prise de décision, surtout au vote des lois. Et c'est important, parce que là où on prend des décisions, s'il n'y a pas de femmes, on ne prendra pas les bonnes décisions pour les femmes. Et cette initiative est à saluer et à soutenir vraiment pour ces femmes qui ont trop souffert par rapport à ces conflits qui ont existé dans ce pays et qui continuent toujours de secouer ce pays. Et elles ont leur mot à dire par rapport, par exemple, à la participation des femmes à la gestion des conflits qui leur permettra d'être enfin reconnues comme citoyennes à part entière. Cette annonce du Premier ministre somalien Mohamed Roble intervient au moment où les femmes somaliennes appellent à une plus grande participation politique et au partage du pouvoir dans le pays. Les groupes de défense des droits des femmes estiment que cette décision aidera celles-ci à intensifier la lutte contre les abus, la discrimination et les inégalités en Somalie. Notons que les femmes détiennent actuellement 24% des 329 sièges du Parlement somalien. D'une élection libre, crédible pour le scrutin du 8 février, ça c'est une volonté politique. Et les dispositions prises pour que ça soit une élection libre et crédible. La crédibilité, la transparence réside dans la transparence du processus électoral. Tout le processus électoral qui est accepté par les partis d'opposition. Et je pense que même si on accorde 30%, il faut aussi que les partis politiques puissent présenter des femmes, qu'on exige que tous les partis politiques puissent, à proportion, donc vraiment présenter des femmes. Il faut que les femmes aussi se présentent, acceptent de se présenter et que ça soit équitable pour tous les partis politiques dans ce pays, que ce soit les partis au pouvoir, que le parti au pouvoir, que les partis d'opposition. L'élection présidentielle et législative du 8 février 2021 représente pour la Somalie l'espoir d'une transition pacifique. Précisons qu'en juin 2020, le gouvernement somalien a adopté une loi qui accorde aux femmes 30% des sièges du Parlement, mais celle-ci n'a jamais été ratifiée. Les difficultés économiques dues à la pandémie de Covid-19 n'y feront rien. Le Togo devrait connaître un rebond de croissance durant cette année 2021 avec des prévisions qui diffèrent selon les institutions. Si le gouvernement togolais table sur une croissance de 4,7%, la Banque mondiale est plus prudente et annonce 3%. Le point avec Amenedj.
3% de croissance économique, c'est ce que révèlent les prévisions de la Banque mondiale pour le Togo en 2021. Des projections issues du dernier rapport de l'institution sur les perspectives économiques mondiales qui semblent bien moins optimistes que celles du gouvernement togolais qui table sur une croissance de 4,7% contre 5,3% en 2020. Cela paraît relativement très surprenant dans la mesure où les estimations de la Banque mondiale, du Fonds monétaire et d'autres institutions internationales montrent qu'il y aura un ralentissement de l'activité économique et même si d'autres institutions pensent qu'on aura un ralentissement de la croissance de 3%, l'économie togolaise fait quand même, comme je l'ai dit, une estimation très optimiste. Une croissance de 4,7% énoncée par le Togo et qui pourrait bien dépendre de la façon dont la pandémie du Covid-19 serait maîtrisée. Le pays mise sur l'accroissement des investissements nationaux et étrangers. Le Togo, à ce jour, essaie de réinvestir, continuer les investissements dans les infrastructures. Le Togo appuie le secteur privé pour lutter efficacement contre les effets néfastes de la crise de la Covid. Et il y a un certain nombre d'investissements dans le secteur social qui pourraient véritablement justifier cette estimation faite par les autorités togolaises. Mais il faut rappeler que la crise continue et donc il n'est pas très sûr, n'est pas évident que le Togo puisse réaliser cette performance économique en termes d'estimation. Selon le ministre togolais de l'économie et des finances Sani Yaya, la croissance devrait se poursuivre afin d'atteindre 5,8% en 2023. Au plan régional, l'Afrique subsaharienne va vers un léger redressement en 2021 avec un taux de 2,7% selon la Banque mondiale. Les discussions autour du versement d'un revenu universel ont repris en Afrique du Sud à l'occasion du 109e anniversaire de l'ANC. Plus de 18 millions de Sud-Africains sont actuellement soutenus par un système d'aide sociale, mais l'instauration d'un revenu de base pourrait permettre d'aider les personnes les plus vulnérables qui n'ont pas accès à ces aides sociales. Plus de détails avec Aïssatou Bari. Le gouvernement sud-africain souhaite introduire un système de revenu universel pour la population d'ici fin 2021. C'est ce qu'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa dans un discours tenu lors du 109e anniversaire de l'ANC. Ce système devrait permettre de concevoir un filet de sécurité pour les plus pauvres du pays et de renforcer le système d'aide sociale en cours d'exécution. Parce qu'une décision telle que celle-là, dans un contexte où l'Afrique du Sud, ces derniers temps, a été très secouée par des remous économiques, le pays n'a pas pu faire résister sa compagnie aérienne, problème de gestion de son capital énergétique, le pays a perdu beaucoup d'emplois dans le secteur minier. C'est peut-être une mesure sociale importante, mais je pense que des secteurs comme le secteur de la santé méritent un peu plus d'attention. Le revenu de base ou revenu universel est un montant alloué à la population selon une périodicité précise de manière individuelle ou sans condition. Cette allocation tourne autour de 500 rand, soit $32 pour les citoyens âgés de 19 à 59 ans et non éligibles à d'autres formes d'aide. Dans le contexte du Covid actuel, qui a touché presque tous les secteurs de l'activité économique en Afrique du Sud, je pense qu'on devrait repenser le processus de création d'emplois et en encourageant les emplois industrialisants de toute la chaîne de valeur agro-industrielle. C'est là-bas qu'on devait créer le plus d'emplois, juste en regardant la nouvelle situation de besoin du marché de la zone de libre-échange continentale. Notons que les autorités entendent recouvrer les fonds déboursés en partie grâce à des prélèvements fiscaux réalisés sur les salaires. L'économie sud-africaine a été durement touchée par les effets de la pandémie de coronavirus. Pour 2020, le pays s'attend à une croissance négative estimée à moins 7,8% de son économie. La course à la présidence de la Confédération africaine de football se poursuit. Le verdict sera connu le 12 mars 2021. En attendant, le match oppose les deux candidats dont les dossiers ont été directement validés, à savoir Jacques Anouma et Augustin Senghor. L'audition des candidats est prévue pour le 28 janvier 2021, au sujet de Siamlo Victoria CG. Le 12 mars 2021, la Confédération africaine de football va élire un nouveau président. 2 candidatures ont pour l'instant été validées sur 5 par la commission de gouvernance de l'instance. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont en lice.
président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor souhaite opérer une refonte de la gouvernance de l'instance grâce à plus de 11 ans d'expérience auprès de la FIFA et de la CAF qu'il veut mettre à profit. Là où la CAF souffre véritablement, c'est au niveau de la gouvernance. Il y a tout le temps des problèmes d'argent qui traversent la maison. On a l'impression que quand chacun y vient avec ses méthodes parfois tordues. C'est quand même quelqu'un qui connaît bien le football africain. Et ne serait-ce que par son action à la tête de la Fédération sénégalaise de football, on voit que depuis son arrivée, il y a quand même beaucoup de choses positives qui se sont passées en termes de gouvernance du football sénégalais précisément. Servir le football africain. Tel est le projet phare porté par l'Ivoirien Jacques Anouma, qui mise sur un carnet d'adresses fourni et sur plus d'une vingtaine d'années passées au service du football africain. Ancien président de la Fédération ivoirienne de football et membre du comité exécutif de la FIFA, Jacques Anouma, aux multiples casquettes, veut développer une CAF forte et conquérante. Il a des atouts donc par rapport à la connaissance même du football au niveau africain et au niveau international. Et si Jacques Anouma est élu, je ne serai pas surpris parce qu'il a quand même une bonne palette de relations qui sont très utiles. Il a quand même apporté du sang neuf. On se rappelle quand même de la grande équipe de Côte d'Ivoire avec les Didier Drogba et autres. Ensuite, il y a le fait aussi qu'il était apparu un peu comme la victime idéale du système Ayatou. 2 autres candidatures ont également été jugées recevables. Leur audition est prévue pour le 28 janvier. Il s'agit d'Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, et du Sud-Africain Patrice Motsepe, président du club Mamelodi Sundowns. La candidature du président sortant de la CAF, Ahmad Ahmad, est déclarée inéligible. En novembre 2020, il a été suspendu pour 5 ans par la FIFA. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.